Eh bien, nous avons 51 participants de connectés, donc on va pouvoir démarrer. Donc, je suis Céline Leméoté, la directrice du Cariforef de Normandie, et je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous du Cariforef dédié à la présentation de l'étude sur les risques d'illettrisme que nous avons conduite. J'en profite pour rappeler que les rendez-vous du Cariforef sont des rendez-vous, la plupart du temps en webinaire, qui ont pour objectif, à partir des travaux réalisés par le Cariforef, d'apporter un éclairage sur un sujet avec l'intervention de partenaires ou de personnes qualifiées. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter, à l'aide du chat dédié, de poser vos questions. On souhaite que ça soit des moments très, très interactifs. Pour permettre la meilleure diffusion possible, ces webinaires sont enregistrés. Ils sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube du Cariforef. Et la présentation, la synthèse vous seront adressées en tant que participants, mais aussi disponibles sur notre site internet et diffusées via nos créneaux habituels. Aujourd'hui, on a beaucoup d'inscrits sur ce webinaire, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet que nous allons aborder dans le cadre, qui se place dans le cadre des JNAI. Et avant de céder la parole à mes collègues, je rappellerai simplement que cette étude, intitulée Une approche des risques d'illettrisme par la démarche statistique en Normandie, est la deuxième édition produite sur le sujet par notre observatoire. Qu'en 2022, l'étude avait mis en exergue les enjeux d'accès au savoir de base et aux compétences numériques. En 2025, la nouvelle édition s'inscrit pleinement dans la dynamique partenariale d'écriture de la feuille de route régionale contre l'illettrisme, conduite par le CREFOP. Elle actualise les données, propose des analyses qui sont plus fines et s'intéresse particulièrement cette année à la situation des quartiers politiques de la ville. Enfin, petite nouveauté aussi, elle présente des zooms sur les outils et ressources disponibles en Normandie sur le sujet de l'illettrisme. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Sandra qui va vous expliquer peut-être précisément le déroulé de ce webinaire. Merci Céline, bonjour à tous. Donc Sandra Dos Santos, je suis la référente du Centre ressources illettrisme et analphabétisme. Donc comme l'a dit Céline, là on est vraiment sur un format mode webinaire. Alors vous étonnez pas que votre caméra et votre micro soient coupés pour les participants. Il n'y a que les intervenants qui pourront activer le micro et la caméra, mais comme l'a dit Céline, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir via le chat. Et j'ai vu déjà que vous êtes nombreux à vous présenter, à prendre le temps de vous présenter via le chat pour dire qui vous êtes et d'où vous nous parlez aussi, parce qu'on sait que nous sommes dans toute la Normandie, voire peut-être même des inscrits qui venaient d'en dehors de la Normandie. Donc, le déroulé de ce webinaire, vous l'avez à l'écran, hein, on va donc la principale intervenante du webinaire, évidemment, ça va être Malika Demotis qui est à mes côtés, hein, qui est notre collègue chargée de projet qui a réalisé l'étude. Mais nous avons aussi la chance d'avoir deux intervenantes qui vont revenir sur deux aspects par rapport à l'illettrisme. Donc d'abord, il y aura Virginie Allais, chargée de mission, coordinatrice de la NLCI en Normandie, qui nous présentera les chiffres nationaux. Et puis, donc après que Malika nous ait présenté un certain nombre de rubriques de l'étude, Myriam Touzeau d'Ocapiat, conseillère aux actifs chez Ocapiat, reviendra sur les actions qui peuvent être menées en prenant à ce moment-là, donc on pourra zoomer sur l'exemple d'un OPCO et des actions qui sont menées sur le public en situation d'illettrisme. Voilà pour le déroulé. J'oublie pas aussi de citer mes collègues qui sont présentes et que vous voyez ou pas à l'écran. Donc, il y a Nathalie Rianger-Laroche qui est à mes côtés, qui est aussi au Centre ressources illettrisme et analphabétisme et qui vous conseille tout au long de l'année pour tout ce qui est ressources documentaires et pédagogiques. Et puis, je ne sais pas si Aïcha, peut-être que vous ne la verrez pas si sa caméra est activée, mais en tout cas, elle est là. Elle veille dans l'ombre et elle va gérer le chat et répondre
répondre à vos questions en direct, mais aussi nous communiquer les questions qu'il y aura pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Donc, on fera des temps. N'hésitez pas vraiment à réagir, à poser vos questions dans le chat parce qu'on va faire des temps à la fin de chaque rubrique pour voilà, prendre le temps que Malika, Virginie, Myriam répondent à vos questions ou même qu'on prenne vos réactions suite à ce qui sera présenté. Je redis juste Céline l'a dit, on est dans le cadre toujours des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui sont normalement du 8 au 15 septembre, mais on sait que l'engouement est tel en Normandie qu'ils ont toujours lieu sur le mois, on peut le dire. Hein. Il y a encore des actions jusqu'à la fin du mois. On est dans une des actions, il y en a 130 qui ont été labellisées cette année en Normandie, hein, sur 1700 nationales. Donc, toujours important de rappeler cette dynamique locale dans le cadre de ces journées d'action. Je ne vais pas aller plus loin, moi, sur ce temps d'introduction et tout de suite passer la parole du coup à Virginie pour qu'elle nous présente les chiffres nationaux de l'illettrisme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je souhaitais tout d'abord remercier le CRIA et le CARIFOREF pour cette invitation. Pour bien saisir les enjeux autour de cette thématique, il y a une nécessité de bien saisir les termes qui peuvent être employés. En matière d'illettrisme, on va comprendre les difficultés qui concernent la lecture, l'écriture, le calcul et les compétences de base, mais cela va concerner des personnes qui ont été scolarisées en langue française. En revanche, une personne qui a déjà eu des apprentissages dans son pays et qui arrive en France va avoir la nécessité d'apprendre notre langue. Pour autant, les systèmes d'apprentissage sont en place, tous les niveaux de qualification existent et donc on n'est pas du tout sur les mêmes besoins en matière de compétences. Et puis, nous avons une autre catégorie de personnes qui sont les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Donc là, on va parler d'analphabétisme. Et donc là, on va être vraiment sur la nécessité de créer les apprentissages de façon tout à fait nouvelle et inédite pour la personne. Il y a un autre terme que l'on va aborder un peu plus loin, il s'agit de l'innumérisme. Donc là, on va être sur un déficit des compétences de base autour des chiffres, du raisonnement logique et mathématique, et cela peut concerner un simple calcul. Maintenant que nous avons défini les termes, nous allons regarder quelles sont les proportions de la population qui sont concernées par ces questions concernant l'illettrisme. Il s'agit de 4% de la population concernée, ce qui représente 1,4 million de personnes. Donc là, on est sur l'incapacité à lire ou à écrire. Sur l'innumérisme, eh bien, nous sommes sur 9%, donc les difficultés que l'on vient d'évoquer, et cela recouvre 3,2 millions de personnes concernées. Pour ce qui est des compétences de base, donc il y a 4 compétences de base qui sont identifier les mots, comprendre un texte, écrire, compter. Eh bien, on compte 10,5% de la population qui peut être en difficulté avec au moins une de ces 4 compétences. Il est à noter que parmi elles, 26% cumulent en quelque sorte les problématiques d'illettrisme et d'innumérisme. Bien que ce ne soit pas précisé dans cette étude, je ne peux pas ne pas évoquer la question de l'électronisme, qui là, finalement, signifie les personnes qui sont en difficulté sur l'utilisation des outils numériques. Et donc, même si les chiffres ici semblent relativement conséquents, il faut quand même garder à l'esprit que d'autres problématiques peuvent être cumulatives en direction des personnes.
Concernant la répartition, en fait, au sein de la population, concernant les compétences de base, nous voyons d'une part qu'il y a une surreprésentation des femmes. Donc ça, c'est un élément important et même si ce n'est pas spécifié ici, sachez également qu'il y a une surreprésentation des familles monoparentales, puisque, voilà, en tous les cas, les organisations à la fois de travail, de vie personnelle, etc., viennent compliquer, en tous les cas, l'accès aux apprentissages. Concernant les tranches d'âge, donc, ici, il y a 2 tranches d'âge qui sont quand même particulièrement touchées. Nous avons les moins de 35 ans avec 34% de jeunes concernés. Donc cette année, comme vous le savez probablement, les journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme ont été mises en avant autour de la question des jeunes, parce que c'est contre-intuitif de penser que les jeunes qui sortent de scolarité peuvent en tous les cas rencontrer des déficits dans les compétences de base. C'est également le cas pour les personnes peu ou pas diplômées. Donc même si un jeune dispose, admettons, d'un CAP, d'un BEP, ça ne signifie pas pour autant qu'il a une bonne maîtrise de l'ensemble des compétences. Comme c'est précisé ici, vous voyez qu'il y a 52% des personnes qui ont plus de 45 ans. Donc là, ce sont des personnes qui peuvent être majoritairement en emploi. Donc, puisqu'on voit qu'il y a 55% des personnes concernées et qui vont avoir un enjeu dans la poursuite de leur parcours professionnel. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont été employées sur des tâches plutôt physiques et lorsqu'elles amorcent la deuxième partie de carrière, eh bien, il peut y avoir des enjeux autour de la reconversion et quand il y a un déficit de compétences de base, cela peut poser un certain nombre de difficultés. Ce que je souhaitais également vous préciser concernant les personnes en emploi, c'est que pour les jeunes, finalement, étant donné qu'il n'y a pas forcément de cursus d'études, ils intègrent extrêmement rapidement le marché de l'emploi, donc intègrent un emploi. Et pour cette tranche d'âge, les difficultés peuvent subvenir dans la lecture de consignes de sécurité, des changements de process au niveau des travaux dans les entreprises, etc. Et donc, souvent, on ne les retrouve qu'à partir de la tranche de seconde partie de carrière. Donc, voilà, il y a tout un enjeu autour de ces personnes quant à leur intégration dans le marché de l'emploi et leur poursuite d'emploi. À présent, nous allons aborder la question de la répartition géographique. Donc, finalement, ici, nous constatons que les différentes densités de population sont équitablement représentées entre les zones rurales, les parties semi-urbaines et les parties urbaines. Pour autant, quand on est hors des grandes villes, ça représente quand même 66% des personnes concernées. Donc, il y a vraiment un enjeu, même si on est sur des territoires étendus, en termes de nombre de personnes représentées. Lorsque l'on zoome sur les parties plutôt urbaines, et notamment les quartiers politiques de la ville, on voit qu'il y a une différence entre les QPV qui émargent à 24% des personnes qui rencontrent des difficultés dans les compétences de base et on est seulement à 10%, on descend lorsque l'on est en dehors des quartiers politiques de la ville. Concernant les territoires d'outre-mer, donc là, on est sur des fortes difficultés dans les compétences de base qui émargent à 25% contre 10,5% en métropole. Donc là, on a un écart également conséquent.
Mais écoutez, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions complémentaires concernant ces chiffres nationaux. Donc, moi, je vais reprendre la parole. Là, Virginie vous a expliqué, enfin voilà, vous a montré les chiffres clés nationaux. Donc, il faut savoir qu'en Normandie, on n'a pas justement de chiffres précis et mis à jour sur l'illettrisme. Donc, nous, pour aborder cette étude, on a eu une approche plutôt des risques d'illettrisme par l'analyse des populations qui sont exposées, les difficultés qu'on peut rencontrer en milieu scolaire, les conditions de vie et d'emploi, de l'accès au numérique, et puis des environnements socioculturels de la région. Donc, la présentation que je vais vous faire, donc, elle reprend les chiffres de l'étude sur ces 4 grandes rubriques. Donc, on va commencer par les jeunes, hein, puisque on sait que c'est une population qui peut être en situation d'illettrisme ou exposée. Et à ce jour, en Normandie, en fait, le repérage des jeunes en situation d'illettrisme ou exposés, elle se fait grâce aux chiffres de la journée défense-citoyenneté. Donc là, sur la première carte, hein, et puis la petite carte de la Normandie, vous pouvez voir qu'on a 5,4% des jeunes qui ont participé à la JDC. Donc là, c'est les chiffres de 2023 qui sont considérés en situation d'illettrisme. Et si on fait un focus sur les départements, on voit que c'est le département de la Seine-Maritime qui a le taux le plus important, avec 5,8% des jeunes en situation d'illettrisme. Donc, soit un point de plus que le Calvados, qui a le taux le plus faible. Cette JDC, elle permet de repérer les jeunes en situation d'illettrisme, mais également les jeunes qui rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture. Et là, pour la Normandie, on a 12,2% des jeunes qui participent à la JDC qui ont vraiment des difficultés dans le domaine de la lecture. Donc là, c'est encore la Seine-Maritime hein, qui a le taux le plus élevé avec 12,7%. Et sur la carte, vous avez les chiffres entre parenthèses, donc qui sont les chiffres de l'année précédente, donc l'année 2022. Et on voit en fait que sur les 5 départements, il y a une hausse de la part des jeunes en difficulté de lecture. Donc on le sait, hein, si aucune remédiation n'est proposée à ces jeunes en difficulté de lecture peuvent se retrouver à l'âge adulte en situation d'illettrisme. Un chiffre que je vais vous donner qui n'apparaît pas mais qui est présent dans l'étude, c'est les jeunes sortis du système scolaire hein, qui ont participé à la JDC, donc qui ont arrêté l'école après le collège ou le lycée. Et là, les chiffres sont encore plus importants, hein, puisque 15% d'entre eux sont en situation d'illettrisme et 29% ont des difficultés dans le domaine de la lecture. Autre source qui nous permet d'avoir des chiffres sur la population en situation d'illettrisme, c'est les chiffres qui nous sont donnés par la région sur le dispositif Savoir Essentiel. Donc, je rappelle, hein, la région Normandie, elle propose ce dispositif qui permet aux Normands qui souhaitent accéder à un emploi ou une formation d'acquérir les compétences de base quand ça leur fait défaut. Donc, sur la typologie des besoins en formation de stagiaires, on a 44% qui sont fléchés sur le français langue étrangère, 24% sur les compétences générales et l'électronisme, et 12% sur l'illettrisme. Alors, si vous calculez rapidement, vous allez voir que voilà, on dépasse les 100%, c'est parce qu'on a des stagiaires qui peuvent être fléchés en fait sur 2 besoins. Donc, une même personne peut être très bien comptabilisée sur l'électronisme et l'illettrisme. Sur le profil de ces stagiaires, donc on a 6 femmes sur 10. Voilà. Et puis sur l'âge, on a 44%, la majorité qui est entre 27 et 45 ans. Et on peut voir également sur le petit graphique à droite que le niveau de diplôme des stagiaires est assez faible, puisque 42% n'ont aucun diplôme ou au mieux le brevet des collèges et 25% un niveau CAP, BEP. Donc, toujours sur le repérage de la population, on continue à s'intéresser aux jeunes. Donc, la situation des jeunes Normands qui sont âgés de 15 à 29 ans. Donc, en Normandie, on compte un peu plus de 559 000 jeunes, parmi lesquels 35% sont en formation, plus de 47% sont en emploi.
et 17,6% sont identifiés comme NEET, donc ce qui représente un peu plus de 98 000 jeunes. Donc, ces NEET, c'est une population qui est fortement exposée à un risque d'illettrisme, puisque ces jeunes ne sont ni en emploi, ni en études et ni en formation. Donc, parmi eux, on note que 66% sont en recherche d'emploi et 34% sont inactifs. Donc, c'est des publics qui, on le sait, se trouvent dans des situations sociales très diverses qui peuvent aller jusqu'à une grande précarité. Donc, après le repérage de la population, et notamment les populations en situation d'illettrisme chez les jeunes, on s'est également intéressé au repérage des difficultés en milieu scolaire. Parce qu'on sait très bien que les premières difficultés d'apprentissage, elles peuvent être repérées à l'école, et notamment grâce aux évaluations qui sont faites à différents niveaux. Là, nous, on va s'intéresser à celles qui sont menées en classe de 6e sur l'Académie de Normandie, qui concernent 38 000 élèves. Donc là, ce que j'ai mis en exergue, en fait, c'est les difficultés que les élèves peuvent rencontrer, et notamment aux évaluations de français. Vous pouvez voir avec les petits cercles que j'ai mis sur le graphique, ces évaluations de français, elles révèlent que près de la moitié des élèves se trouvent dans le groupe fragile en compréhension écrite. Donc, je rappelle, le groupe fragile, c'est le groupe qui est identifié où les savoirs et les compétences doivent être renforcés. Et un quart présente des besoins en orthographe. Donc, un besoin, c'est-à-dire que là, il y a un accompagnement ciblé sur les difficultés qui paraît nécessaire, sur ce qui n'est pas acquis. Donc, si on s'intéresse aux évaluations de mathématiques, il y a plus de 40% des élèves qui rencontrent des difficultés en résolution de problèmes, 43,9% même, et plus d'un tiers, donc c'est les 34% sur en espace et géométrie, qui se retrouvent dans le groupe à besoin. Autre indicateur à prendre en compte et qui est important, c'est l'origine sociale des élèves. Donc là, vous avez un tableau sur les résultats des évaluations selon les collèges qui sont les plus favorisés et les moins favorisés socialement. Et là, on peut voir que l'écart de score entre les élèves des collèges les plus favorisés socialement et les moins favorisés est de 32 points pour les évaluations de français et de 34 points pour celles des mathématiques. Donc, on voit bien avec ces données, si vous consultez l'étude après, vous verrez qu'il y a encore plus d'informations, mais voilà, j'ai ciblé ce qui était vraiment important à retenir. Mais tous les indicateurs qu'on a traités montrent que les évaluations de 6e en Normandie, elles mettent en évidence des lacunes en français et en mathématiques pour certains élèves, ceux dès l'entrée au collège, qui sont accentués par les inégalités sociales. Donc, pour prévenir le décrochage scolaire et les risques d'illettrisme chez ces élèves, il est donc nécessaire de renforcer les dispositifs d'accompagnement et d'adapter les pratiques pédagogiques. Un autre chiffre que j'ai mis sur la slide, c'est le pourcentage des élèves qui sont en retard à l'entrée en 6e, et dans l'Académie de Normandie, il est de 5,6%. Au niveau national, ce taux il est de 5,2%. Donc, un taux un petit peu plus élevé pour la région. Alors, toujours sur le repérage des difficultés en milieu scolaire, donc là, on n'est pas à l'échelle de la Normandie, mais à l'échelle nationale, même européenne, puisqu'on a également traité dans l'étude les chiffres du programme international pour le suivi des acquis des élèves, donc dit PISA, qui a mené des nouvelles évaluations en 2022. Et ça permet de situer le niveau des élèves français par rapport aux autres pays de l'OCDE. Donc, il y a 79 pays qui ont participé à cette étude, et en France, c'est plus de 8 000 élèves de 15 ans qui sont répartis dans 335 collèges et lycées qui ont passé ces évaluations. Donc, pour PISA 2022, il en ressort qu'en culture mathématique, la part d'élèves français en difficulté, elle est de 29% contre 31,1% pour la moyenne OCDE. En compréhension de l'écrit, cette part, elle est de 26,9%, un niveau équivalent à la moyenne OCDE puisque le chiffre est de 26,3%. Et en culture scientifique, la part d'élèves en difficulté est supérieure à la moyenne OCDE, 23,8% contre 24,5%. Dans l'étude, il y a un comparatif avec les éditions précédentes,
Et ce comparatif, il permet de voir que une hausse, pardon, de la part des élèves en difficulté et malheureusement une diminution de la part des élèves dans les hauts niveaux, et ce pour les 3 disciplines. Donc, après le repérage des difficultés en milieu scolaire, on s'intéresse également aux conditions de vie et d'emploi en Normandie, parce qu'on sait le risque d'illettrisme à l'âge adulte, il est souvent la résultante de ce qui n'a pas été appris ou mal acquis à l'école, mais la question de l'éloignement socio-culturel des classes sociales défavorisées est également en jeu. Donc, on a retenu des indicateurs qui peuvent nous permettre d'expliquer ou de favoriser en fait les situations d'illettrisme. Donc, le premier de ces indicateurs, c'est le taux d'allocataires du RSA, qui est de 5,5% en Normandie, qui représente à peu près 80 000 foyers. Donc là, vous pouvez le voir, on a la répartition par département, enfin le taux d'allocataires du RSA par département. Et pour la Seine-Maritime, ce taux, il est assez élevé puisqu'il est de 6,8%, soit 2 fois plus que la Manche, par exemple, où le taux est de 3,2%. Un autre indicateur qui est intéressant pour comprendre les conditions de vie qui peuvent être défavorisées, c'est l'indicateur, c'est la part des enfants de moins de 25 ans qui vivent dans une famille sans actif occupé. Et là, on voit en Normandie, le taux il est de 11,3%, ce qui fait que plus d'un enfant sur 10 de moins de 25 ans vit dans une famille sans actif occupé. Donc ce taux, il est à nouveau très élevé en Seine-Maritime avec 13,8%. Et le taux le plus faible concerne également la Manche avec 8%, une part de 8%. Toujours sur les conditions de vie et d'emploi en Normandie, on va s'intéresser aux situations de pauvreté. Donc là, sur la Normandie, on voit que 13,7% de la population normande vit sous le seuil de pauvreté monétaire, ce qui représente un peu plus de 438 000 personnes. Donc je rappelle, hein, le seuil à 60% du revenu médian. Concrètement, c'est un revenu disponible pour une personne de 1 216 €, pour un couple de 1 824 €, et pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, plus de 2 500 €. Donc, on voit là sur le taux de pauvreté par département que la Seine-Maritime et l'Orne sont les 2 départements les plus affectés par la pauvreté, avec respectivement un taux de 15,4% pour la Seine-Maritime et 15,6% pour l'Orne. Le département avec le taux de pauvreté le plus faible est la Manche avec 11,7%. Si on s'intéresse au profil des ménages, là, un taux qui corrobore ce que disait tout à l'heure Virginie. En fait, par rapport à l'ensemble des ménages, on voit que les familles monoparentales ont un taux de pauvreté beaucoup plus élevé, puisqu'on a un écart entre ces 2 types de ménages de 19 points. On a également une pauvreté qui est beaucoup plus marquante chez les jeunes, puisqu'on le voit là, on a en Normandie un jeune de moins de 30 ans sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc ce taux de pauvreté, on le voit sur le graphique, il diminue avec l'âge, et pour les jeunes, c'est quand même très prégnant. D'autres facteurs qui peuvent expliquer ou favoriser les situations d'illettrisme, c'est l'éloignement de l'emploi, et le manque de diplôme. Donc, un indicateur sur les chômeurs de longue durée. Donc là, au 4e trimestre 2024, on a 44,3% des demandeurs d'emploi qui étaient des chômeurs de longue durée, soit un peu plus de 108 000 personnes. Et parmi eux, 15,6% sont inscrits depuis plus de 3 ans. Donc, c'est un chiffre qui est quand même très important. Donc, autre indicateur, le manque de diplôme. Là, c'est vraiment sur là, on n'est plus sur les chômeurs, hein, on est sur les actifs qui sont normalement en emploi, qui sont non diplômés, donc et qui sont en emploi. Là, c'est tout secteur d'activité confondu. Donc, on voit que c'est la catégorie d'âge des 55 ans et plus qui compte la part la plus importante d'actifs non diplômés, avec quasiment 24% de ces actifs qui sont sans diplôme. Et si on s'intéresse au genre, chez les femmes, cette catégorie d'âge sans diplôme représente 26,2%, et chez les hommes, plus de 2 actifs en emploi sur 10.
Là, c'est un petit focus sur les secteurs d'activité, hein, tout âge confondu. Donc, c'est la part des actifs normaux en emploi qui sont non diplômés selon le secteur d'activité. Et puis, en dessous, vous avez la répartition par genre. Donc là, on peut voir que selon le secteur d'activité, entre 13 et 17% d'actifs en emploi sont non diplômés. Et c'est le secteur de la construction et de l'agriculture qui sont les secteurs qui ont la part la plus importante d'actifs en emploi non diplômés, avec respectivement 16,9% et 16,5% de leurs actifs. Donc, on s'est également intéressé dans l'étude aux situations d'électronisme et puis l'accès au numérique sur le territoire. Donc, on a un autre phénomène, hein, qui touche 13 millions de personnes en France, c'est l'électronisme, donc soit 15,4% des personnes. On a deux autres indicateurs qui sont intéressants, c'est les personnes qui n'ont pas utilisé Internet au cours des 13 derniers mois, ce qui représente quasiment 14% sur des Français, et 28% qui ont des personnes qui ont des capacités numériques faibles. Donc, sur le profil des personnes en situation d'illettronisme, il y a une petite coquille sur la slide. L'électronisme, il concerne 15,9% des femmes et 14,8% des hommes, avec, si on s'intéresse à l'âge, avec une prévalence chez les seniors, 63% des 75 ans ou plus et 25% des 60-74 ans, contre seulement 2% des 15-24 ans. On note également que la part des personnes en situation d'électronisme diminue avec un niveau de diplôme plus élevé. Donc, l'électronisme concerne 3,9% des bac plus 2 et 2,9% des bac plus 3 ou plus, contre 42%, quasiment 42% des personnes qui sont non diplômées. Autre indicateur, c'est la part des personnes en situation d'électronisme selon la CSP et le statut d'activité. Donc là, on peut voir que c'est les ouvriers et les agriculteurs qui sont davantage en situation d'électronisme que les autres actifs, avec respectivement 9,2% et 6,7% de leurs actifs qui sont en situation d'électronisme, contre, par exemple, seulement 1,6% des cadres. Si on s'intéresse aux retraités, on retrouve ces deux CSP, hein, qui ont la part la plus importante de personnes en situation d'électronisme, avec une part quand même qui est importante, puisqu'elle représente quasiment, enfin, même plus, d'un retraité sur deux. Enfin, un autre indicateur intéressant, c'est la part des personnes en situation d'électronisme selon le niveau de vie. Donc là, on voit clairement, hein, que parmi les 20% les plus aisés, le taux de personnes en situation d'électronisme n'est que de 3,1%, contre 21,5% pour les ménages les plus modestes. Donc une slide qui est peut-être un peu moins facile à appréhender pour vous sur l'écran, mais voilà, je vais vous expliquer. Et c'est voilà, une slide une information que vous pourrez retrouver dans l'étude. Donc on sait bien, hein, pour relever le défi de l'inclusion numérique, les acteurs de la médiation numérique se mobilisent sur l'ensemble du territoire, soit à distance ou soit dans des lieux dédiés. Et pour avoir une connaissance précise des besoins, il existe entre autres l'indice de fragilité numérique, ce qu'on nomme l'IFN, qui fournit des données sur les territoires pour mesurer la fragilité numérique. Donc cette mesure, elle se fait en fonction de la qualité de la couverture réseau du territoire et des critères socio-démographiques d'éloignement numérique de sa population. Donc ce qu'on retient comme indicateur pour arriver à une note de 1 à 10, le 10 représente en fait le risque de fragilité plus élevé. On va retenir comme indicateur la densité du territoire, le nombre de QPV, la part des habitants en QPV, le nombre de centres France Service et des conseillers numériques et le nombre de centres de médiation numérique. Et on va également regarder le taux de couverture très haut débit, le taux de non-couverture 4G, le taux de pauvreté, la part des 65 ans et plus et la part des pas ou peu diplômés, puisqu'on a vu précédemment, hein, que c'est une population
qui est à risque sur notamment l'électronisme. Donc, c'est le département qui a le score le plus élevé, avec un risque de 7 sur 10. Vient ensuite la Manche, l'Eure, la Seine-Maritime et enfin le Calvados avec une note de 5,4. Donc, voilà, c'est une info que vous pourrez vous retrouver dans l'étude et vous regarder plus précisément. Il faut savoir pour sortir ces chiffres, moi j'ai sélectionné ces indicateurs, mais on peut également affiner cette recherche avec d'autres indicateurs et par catégorie d'âge également. Donc c'est sur le site fragiliténumérique.fr que vous pouvez faire ces regroupements pour voilà, voir où en est votre territoire. Enfin, dernière slide, et ça concerne les compétences numériques des personnes en emploi. Donc là, c'est l'Observatoire PIX des compétences numériques qui a mené fin 2024 une enquête auprès des personnes en emploi en France. Donc il y a eu 1900 personnes interrogées, tous secteurs confondus, que ce soit la fonction publique, les entreprises, les professions de santé, les artisans ou bien encore les agriculteurs. Donc il ressort que près de 60% des personnes en emploi en France ne disposent pas de compétences numériques de base pour leur travail quotidien. Et les personnes enquêtées ont été réparties en 4 groupes. Donc 20% se retrouvent en grande difficulté, 42% sont des utilisateurs débutants, 23% des actifs sont des utilisateurs autonomes et 15% atteignent un niveau avancé. L'étude révèle également que 55% des cadres sont autonomes dans leur pratique numérique professionnelle contre seulement 24% des ouvriers. 48% des jeunes de 15 à 34 ans sont également autonomes contre 21% des 55 ans et plus. Et 26% des personnes en emploi avec un niveau bac ou infra-bac sont en grande difficulté contre seulement 7% des personnes avec un niveau bac plus 4 et plus. Donc là, je vais faire le lien avec la présentation que va vous faire Myriam, puisque Ocapiat est un OPCO très engagé en fait dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme en entreprise. Donc je vais laisser la parole à Myriam. Excuse-moi, Malika, mais peut-être avant, on a une ou deux questions dans le chat. Bien sûr. Si Aïcha veut nous les relayer, peut-être. Oui, tout à fait. Une question de Véronique Paul qui s'interrogeait sur la part des jeunes en situation d'illettrisme est plus importante en Normandie. Est-ce que la part est plus importante en Normandie que dans les autres régions? Et si oui, quelle en était la raison? Alors, je crois qu'on est la dernière région. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une info que vous allez retrouver dans l'étude, mais oui, on est en dernière position. Hors Drôme, quand même. Ouais. Mais elle a raison. Les raisons, je pense qu'elles sont multiples. C'est pas analysé dans l'étude, on est sur une étude. C'est pas parce je pense que la question c'était est-ce qu'on est plus jeune en Normandie en fait. Globalement, ce qui est. Non, on n'est pas forcément la région la plus jeune. Non. Et puis, une autre question de Marie-Christine qui s'interrogeait sur les relevés. Donc, les taux sont très élevés en Normandie et voulait savoir en quelle année. Par contre, j'ai pas compris si Marie-Christine, si vous pouvez préciser, est-ce que ce sont les taux de situation d'illettrisme ou c'était dans le paragraphe des conditions de vie? Donc, si c'était lié à un autre taux, sachant qu'il y a plusieurs sources dans l'étude. Voilà, donc je ne sais pas trop quelle réponse Sur vous quel pouvez faire indicateur Justement, elle ne l'a pas précisé. Et, alors, les taux, voilà, pendant les le bénéficiaires, RSA, voilà. Et la Merci, question, c'est pendant quelle année pour les taux de bénéficiaires du RSA c'est le RP, c'est le recensement de la population 2021. Donc, 2021, ça va de recensement de population, c'est de 2020 à 2023. 24 mai. Voilà, pas d'autres questions, Malika. Marie-Christine te remercie pour ta réponse. Du coup, on laisse la parole à Myriam. Il faut savoir, juste pour les sources, c'est vrai que pour alléger la présentation, les sources ne sont pas forcément notées sur les slides, mais
si voilà, dans l'étude, forcément, tout est fléché, hein, tous les indicateurs qui sont traités, les sources sont notées et puis voilà, si vous avez des questions, je suis à disposition même après le webinaire. Alors, bah oui, je te donne la main à Myriam. Merci. Bonjour à toutes et tous, enfin bonjour, je suis Myriam Touzeau, conseillère aux actifs à Ocapiat. Donc Ocapiat, c'est l'un des 11 OPCO agréés par l'État, donc opérateur de compétences, dont le rôle est d'accompagner le développement des compétences des salariés dans les entreprises. Donc là, on va bien parler de la formation et de la maîtrise des compétences clés des salariés. Et Ocapiat accompagne les branches de l'agriculture, la coopération agricole, les industries agroalimentaires, la pêche et les services au territoire. Donc, ça représente 49 branches. Donc, chaque entreprise a un OPCO. Tout dépend de la branche dont il relève. Ah, donc, effectivement, Ocapiat œuvre pour le développement des compétences clés des salariés. Comme il a été dit, c'est vrai que l'agriculture et l'agroalimentaire peut être particulièrement concernés. Et les partenaires sociaux qui gèrent Ocapiat, en plus, ont vraiment une sensibilité sur cet axe-là et ont décidé que la priorité nationale Ocapiat 2025 était la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, comme il est indiqué sur mon fond d'écran. Donc, ça nous a permis ça nous permet en 2025 de poursuivre très efficacement, enfin le plus efficacement possible, la mise en œuvre d'actions qui doivent permettre aux salariés d'accéder à la formation, puisqu'on travaille avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme déjà depuis de nombreuses années. Ocapiat avant, via le FAPSEA et Opcalim, était déjà engagé. Continue dans ce sens. Donc, il y a un référent prisme dans chaque région. On peut dire qu'on a appris aussi à valoriser les outils de l'ANLCI. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de les présenter, mais vous savez que EVA est un outil numérique de positionnement des compétences de base. Donc, on incite largement les CFA, puisqu'on est aussi chargé du développement de l'apprentissage. Donc, on incite les CFA à s'approprier cet outil-là. L'illettrisme tous concernés, ça c'est un module de sensibilisation, c'est pareil qu'on valorise auprès des entreprises donc de notre périmètre. Encore une fois, l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les services au territoire, mais les autres OPCO, certainement font de même. On utilise largement les incontournables, qui est la boîte à outils qui permet de repérer comment avancer en entreprise pour mettre en œuvre une politique de développement des compétences clés, et la démarche Duplex, qui est une démarche qui combine l'acquisition des compétences numériques de base avec d'autres compétences comme la lecture et l'écriture. Puisqu'on sait que l'apprentissage, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, l'apprentissage de la lecture et l'écriture a tout intérêt à se faire aussi via les outils numériques, et donc bien sur un vélo à deux roues. Par ailleurs, alors en ce qui concerne l'offre de services d'Ocapiat, on a depuis un certain nombre d'années, on offre la possibilité aux entreprises de proposer à leurs salariés, non pas le CLEA classique Interpro délivré par CertifPro, mais un CLEA contextualisé. Donc, on a référencé des organismes de formation qui peuvent proposer un CLEA vraiment adapté aux situations professionnelles du secteur alimentaire. Et là, on vient de démarrer une expérimentation pour la mise en œuvre d'un dispositif qu'on appelle le MCCA, maîtrise des compétences clés de l'alimentaire, qui est la marche avant d'atteindre le CLEA. C'est-à-dire qu'on a observé que dans l'agroalimentaire, on a des salariés qui ont un niveau de maîtrise des compétences clés insuffisant pour aller directement sur CLEA. Donc, c'est la phase qui précède et avec des liens, c'est-à-dire que les validations
du NCCA vont permettre une validation de certains modules de CLEA. Voilà, on peut continuer. Donc, je voulais vous rappeler que voilà, les compétences clés, un manque de maîtrise des compétences clés, évidemment, ça va avoir un impact sur le travail pour le salarié de l'entreprise. Et il est rôle en tant que pro, c'est de montrer aux entreprises tout l'intérêt qu'elles auraient à s'intéresser à cette problématique du manque de maîtrise des compétences clés, parce que avec les mutations économiques, on sait bien la tertiarisation de l'économie, les démarches qualité, les normes de sécurité, l'obligation de traçabilité, etc. On a donc une évolution des métiers avec plus d'écrits, plus de balance, plus d'autonomie. On sait aussi que l'employeur a une obligation d'adapter le poste de travail et de maintenir la capacité des salariés à occuper leur emploi. Donc tout cela nécessite de prendre en compte la capacité des salariés à mobiliser les compétences clés et à leur donner les moyens de progresser. Si vous voulez la diapo d'après. Voilà. Donc, les impacts d'un manque de compétences clés, ça va évidemment concerner la performance individuelle, la performance collective, la performance économique, la performance sociale et la QVT, et ça va avoir des impacts sur la marque employeur. Alors, un argument qui touche en général, c'est la représentation des coûts générés par ce manque de maîtrise des compétences clés, puisque Pascal Moulette, qui est un chercheur en sciences de gestion, a évalué les coûts de l'illettrisme à 2 à 6% de la masse salariale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne se donne pas les moyens de repérer les salariés concernés par l'illettrisme et l'électronisme, en fait, est à l'origine d'un delta, d'un manque d'un coût pour l'entreprise évalué à 2 à 6% donc de la masse salariale. Passer le diapo, voilà. Donc là, c'est pour rappeler les enjeux pour l'entreprise, voilà. Donc, évidemment, si le salarié a des difficultés à lire des étiquettes, à recopier une référence, s'il a des difficultés, alors là, je donne les exemples dans le périmètre agriculture agroalimentaire, s'il a des difficultés à communiquer au sein de l'équipe, s'il a des difficultés à renseigner des documents sur un ordinateur ou une tablette, évidemment, ça va avoir un impact sur le respect des normes, sur la qualité de vie au travail, sur l'image de marque de l'employeur, sur la sécurité et sur leur rentabilité. Continuez. Alors, là, je vais vous exposer les outils qu'on conseille aux entreprises d'utiliser. Alors, c'est par exemple Evali, donc c'est un outil de la NLCI, qui a été bâti par ce Pascal Moulette dont je parlais tout à l'heure, et qui permet à une entreprise d'identifier les risques liés à l'illettrisme dans son entreprise et d'en mesurer les impacts économiques et sociaux. Donc, c'est un diagnostic gratuit qui permet à une entreprise de voir si effectivement elle risque de rencontrer des difficultés. Et donc, c'est vraiment rapide. L'entreprise, elle répond à quelques questions, après à d'autres, et ça dure 1/4 d'heure, 20 minutes, et ça débouche sur ce bilan personnalisé, téléchargeable, qui va représenter le coût d'une prise en compte des difficultés et une représentation des stratégies d'évitement et de contournement qu'on risque d'observer chez les salariés. Donc ça, c'est intéressant. Continuez, voilà. Ensuite, je souhaitais vous présenter comment Ocapiat accompagne les entreprises qui manifestent leur intérêt de chercher des solutions pour les salariés en difficulté avec la lecture, l'écriture,
l'usage des outils numériques, le repérage dans l'espace et dans le temps, etc. Tout ce qu'on est dans les compétences clés. Donc, au départ, il s'agit de cerner la problématique, évidemment, de comprendre le dysfonctionnement en termes d'emploi. Ensuite, de vérifier si l'acquisition de compétences clés est bien l'enjeu, hein, si ce n'est pas un problème d'organisation ou autre. On étudie l'opportunité et la faisabilité d'une formation à partir des projets de l'entreprise. Parce que, quelle que soit la formation qu'on va mettre en place, on va toujours chercher à faire le lien avec les situations de travail. C'est ce qui va donner du sens pour les salariés qui sont en général allergiques à la formation. Et c'est ce qui va permettre d'embarquer toute l'entreprise dans le projet, d'embarquer les salariés, certes, mais aussi les managers, la direction, etc. Donc, on identifie les emplois concernés de personnes, identifier les personnes ressources. Il faut absolument que les salariés en formation se sentent épaulés et soutenus par une hiérarchie. Et puis, donc, ensuite, on va formaliser le projet en travaillant avec l'organisme de formation qui aura été choisi. Comme je l'ai dit, hein, on privilégie toujours une logique d'analyse des besoins en savoir et compétences fondées sur l'activité professionnelle. Et il s'agit de repérer les situations problèmes et des besoins de montée en compétences individuelles et collectifs. Donc, c'est vrai que ça nécessite vraiment pour l'organisme de formation de faire de la dentelle, de croiser les besoins individuels, collectifs et individuels avec des gens qui nécessairement vont avoir des niveaux très hétérogènes, puisque l'écriture, le calcul, le comportement de l'équipe, le respect des règles d'hygiène, de sécurité, etc. Les salariés ne vont pas tous avoir les mêmes acquis. Il s'agit de leur permettre de progresser au sein du groupe avec des objectifs individuels. Donc, comme je le disais, la formation prend tout son sens quand on se base sur des situations de travail. Alors, on peut citer un certain nombre de facteurs de réussite. D'abord, il y a une ingénierie de projet pour la mise en place de ces formations qui est particulière puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une formation classique de face à face. Et déjà, il faut vraiment un partenariat solide qui va impliquer l'entreprise, l'organisme de formation, locaux et les salariés. Il faut donc bien sûr toujours être dans une philosophie qui permet de rassurer, mettre en confiance les salariés. Donc, les indispensables, on peut parler de l'adhésion des acteurs au projet, conception de l'action et sélection de l'organisme de formation. Hein, il s'agit de rechercher un organisme qui va proposer une formation de qualité, qui a une expérience de ce genre de mise en œuvre. Et puis, alors, l'intérêt, mais ça on va le voir après quand je vais présenter CLIA, qui est un type de certification, c'est que les salariés, ils doivent toujours partir du constat de ce qu'ils maîtrisent déjà. Ils ont besoin d'une base qui les conforte. Souvent, les salariés en difficulté avec les compétences de base pensent qu'ils ne savent rien faire. Or, évidemment, ils ont des expériences, ils ont des acquis. Donc, il faut savoir valoriser ces compétences-là pour qu'ils comprennent l'intérêt d'aller plus loin. Et un des indispensables, c'est aussi l'évaluation et le transfert des compétences acquises. Voilà, c'est-à-dire que comme le centre de formation va se baser sur les compétences à acquérir pour occuper le poste de travail, il faut que cette dimension transfert dans la foulée soit la base du raisonnement pédagogique. Alors, là, c'est les certifications possibles. L'objectif de ces slides, c'était de vous montrer qu'il existe des solutions, il existe des certifications. Donc, au-delà des parcours de remédiation, on peut aussi viser, donc, par exemple, le CLEA, avec les 7 domaines que je vais citer tout à l'heure. Pour la validation des compétences numériques, il existe le CLEA numérique,
Et aussi, on peut parler du TOSA, de l'ICDL, du PIX, à ne pas confondre avec le certificat Voltaire qui permet de certifier le niveau d'orthographe, et le DCL qui est un diplôme de l'éducation nationale qui valide la capacité à utiliser une langue étrangère ou régionale en situation professionnelle. Donc le CLEA, comme je le disais, c'est un certificat qui permet d'attester d'un niveau minimum de maîtrise des compétences de base. L'objectif, c'est ça, c'est déjà d'attester. Et puis, bien sûr, en fonction du positionnement, le prestataire de formation va pouvoir orienter vers des parcours adaptés. Alors, les CLEA, il y a le CLEA, donc, le CLEA numérique et le CLEA management. Et donc, au CAPIAT, par délégation des branches concernées, a aussi le CLEA contextualisé dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le métier de l'alimentaire. Donc, une entreprise de l'agroalimentaire, elle a le choix entre le CLEA interprofessionnel ou le CLEA contextualisé au secteur alimentaire. Donc, pour les salariés, le CLEA permet à des salariés peu qualifiés de sécuriser leur parcours professionnel, de valider les compétences de base, d'évoluer dans leur carrière, renforcer leur employabilité, reprendre confiance, puisqu'il s'agit en général d'obtenir finalement la première qualification. Souvent, ce sont des salariés qui ont quitté le système scolaire avant la validation. Et pour les entreprises, c'est un outil de croissance pour sécuriser et favoriser la mobilité professionnelle, valoriser les salariés qualifiés et redonner de l'appétence pour la formation et l'évolution. Et donc, pouvoir envisager pour des salariés qui étaient, en quelque sorte, à cause du manque de compétences clés, d'envisager une évolution dans l'entreprise. Donc, les 7 domaines du CLEA, c'est une idée de tout ce qui est vu lors du positionnement et lors de la formation. Donc, ça va concerner la communication en français, l'utilisation des règles de base et de calcul, l'utilisation des techniques de l'information et la communication numérique, l'aptitude à travailler en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie, la capacité d'apprendre à apprendre et la maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène et de sécurité. Donc là, je vous ai mis le lien avec la liste des organismes habilités. Le CLEA numérique, donc lui, il s'articule autour de 4 compétences clés: identifier son environnement numérique et utiliser les outils associés, acquérir et exploiter de l'information, interagir en mode collaboratif, appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique, avec également le lien avec les organismes habilités. Donc, notre nouvelle certification MCCA, qu'on commence tout juste à expérimenter, donc elle va permettre de bâtir des parcours de formation qui visent à la sortie de l'analphabétisme, l'accès à la langue française pour les personnes allophones et la sortie de l'illettrisme pour d'autres publics. Et comme je l'ai dit, le MCCA, c'est une première marche, une filière de formation conduisant à CLEA ou à d'autres certifications métiers, par exemple en agriculture et agroalimentaire, les certificats de qualification professionnelle. Donc, le secteur, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, a souhaité avec le MCCA développer un outil adapté à ces populations qui ont des difficultés à accéder directement au CLEA. Mais les 2 certifications se retrouvent toutefois imbriquées. Et donc, la certification MCCA, interne à la branche, permet aux salariés, par un système d'équivalence et de valider certains sous-domaines du CLEA contextualisé. Je vais continuer. Donc là, je vous ai mis les prestataires de formation qui ont été sélectionnés suite à un appel d'offres. Donc en Normandie, en fait, les organismes habilités pour valider le CLEA contextualisé au secteur alimentaire sont Agricampus Laval, Alpha, le lycée agricole de Seine-Maritime, celui du Mans,
Forget Nord, groupe IRFA Formation, l'INFREP et IFRIA Ouest, sachant que 4 d'entre eux sont partants pour expérimenter le CCA, donc c'est ceux en face desquels vous avez la croix. Continuez. On a aussi dans notre offre de formation ce qu'on appelle notre catalogue. C'est un ensemble de formations lesquelles on a présélectionné des prestataires. Donc en fait, c'est très simple, un employeur n'a plus qu'à inscrire son salarié à la formation concernée, qui sera prise en charge à 100% des coûts pédagogiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et on prend aussi le salaire en charge pour les salariés de plus de 50 ans. Et donc, dans ce cadre-là, on propose une action qui peut intéresser les managers des salariés en situation d'illettrisme ou d'illettronisme, qui s'appelle « Accompagner un salarié en situation d'illettrisme ». Donc, c'est une formation à distance sur une journée pour sensibiliser l'encadrement. Hein? Alors là, j'ai essayé de repérer tous les financements qui pouvaient permettre de prendre en compte, en charge des parcours de remédiation ou de formation compétences clés. Alors, je ne vais pas les détailler, mais vous voyez que selon la taille de l'entreprise, selon l'ambition du projet, selon la certification visée, on va avoir différentes solutions. Dans tous les cas, l'entreprise, elle voit avec sa conseillère entreprise, en termes d'ingénierie financière, comment procéder. Bon. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on a des dispositifs qui permettent une prise en charge des coûts pédagogiques et des salaires. S'il ne s'agit pas du CLEA, mais juste plutôt la slide d'avant, que j'illustre un petit peu. Boost de compétences, donc ça va concerner plutôt les parcours de remédiation. Donc la prise en charge n'est pas complète, mais partielle. Si la certification visée est CLEA, on peut mobiliser la PROA. Pour la maîtrise des compétences clés en agroalimentaire, on a une prise en charge aussi prévue. On peut parfois mobiliser des cofinancements si l'entreprise est dans une situation de développement de sa digitalisation. On a aussi parfois les salariés qui vont mobiliser leur CPF avec des abondements dans certaines branches. Et puis, on peut penser aussi à des parcours de remédiation dans le cadre de contrats de professionnalisation, les financements de la région, mais ça, c'est moins évident quand il s'agit de salariés. Voilà. Bon, là, je ne vais pas détailler, mais juste vous dire que dans ce tableau, vous voyez aussi les financements là, sur le parcours CLEA uniquement. Vous serez regardé et m'appeler si vous avez besoin de compléments. Là, le MCCA, donc, il est pris en charge dans le cadre dans la limite de 5 000 € par candidat pour les coûts pédagogiques. Et puis là, vous avez l'équipe conseil au CAPIAT en région Normandie, avec donc les coordonnées des 3 conseillères. Donc l'entreprise, elle peut les appeler pour bénéficier de cet accompagnement en termes d'ingénierie financière, ou ingénierie pédagogique, ingénierie de projet. Et on travaille bien sûr en étroite collaboration avec les prestataires. Donc on peut bien sûr intervenir pour présenter les choses à la direction. On peut aussi animer des réunions d'information des salariés. On peut aussi réfléchir à des outils de communication, etc. Tout dépend de ce dont l'entreprise a besoin. Donc, on ne saurait que vous conseiller d'aller voir sur le site d'OCAPIAT la partie consacrée à l'illettrisme et à l'électronisme. Et puis là, j'ai rappelé les outils de la MLCI qu'on valorise le plus souvent, avec les questions courantes, questions-réponses, vraiment sur les choses basiques auxquelles il faut avoir réfléchi. La plateforme d'e-learning sur l'illettrisme, qui est très bien faite, qui permet, 4 ou 5 minutes, je ne sais plus, qui voir comment aborder la question avec les salariés.
Et puis la sensibilisation au grand public dont j'ai parlé tout à l'heure et les tourismes tous concernés. Voilà, je crois que c'est la dernière slide que je devais commenter. Et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, effectivement, il y a quelques questions dans le chat pour vous, Myriam. Alors, il y a toute une salve de questions. Je vous les pose comme ça au fur et à mesure. Au regard de la profusion d'attestations, de certifications, comment s'effectue le choix du salarié? Quel process d'accompagnement donc voilà, par rapport à Cléa, certificat Voltaire, CFG, etc. Alors, on va toujours étudier quelle est l'origine du projet et quel est le lien avec les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Tout dépend des objectifs que poursuit le salarié, en fait. Et comment est-ce qu'on peut l'inscrire dans un projet de développement des compétences pensé par la direction de l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh ben, Laure, qui a posé cette question, nous répondra dans le chat. Il y avait une autre question, notamment du point de vue de l'entreprise au moment du recrutement. Ces attestations, est-ce qu'elles sont reconnues par les entreprises et est-ce que certaines attestations le sont plus que d'autres? On parle notamment de la certification Cléa et les autres. Oui, ben, on essaie de la faire connaître. Je ne sais pas si toutes les entreprises ont savent ce qu'est Cléa, je serais étonnée. Mais voilà, notre travail consiste justement à faire connaître les possibilités de certifier des compétences clés. Voilà. Laure nous dit que vos propos sont très clairs, Myriam. Et puis merci, c'est très gentil. Une dernière question sur la formation de sensibilisation de l'encadrement. Est-ce que vraiment elle rencontre un succès et les demandes sont-elles en évolution? C'est timide, très timide. C'est vrai que il faut reconnaître que on a du mal à développer donc, les formations compétences clés. Alors, ça marche très bien dans certains grands groupes. On a des grosses entreprises en agroalimentaire qui forment 1-2 promotions chaque année, qui fonctionnent comme cela depuis longtemps. Et c'est vrai que toutes les entreprises disent que les premiers groupes, le premier groupe même a été peut-être difficile à mettre en place parce que les salariés étaient réticents, ils avaient peur d'être stigmatisés, d'être regardés bizarrement par les autres. Et une fois cette première expérience réussie, portée à la connaissance des autres salariés, là, dans les entreprises, ils sont en liste d'attente, quoi. C'est-à-dire que souvent, les parcours Cléa, ils donnent envie à d'autres de faire aussi à leur tour, parce qu'ils voient leurs collègues qui sont transformés, qui sont beaucoup plus à l'aise pour communiquer, qui osent être force de proposition, qui participent vraiment à la vie de l'entreprise, et du coup, ça donne envie à d'autres. Mais c'est vrai que c'est difficile souvent à mettre en œuvre la première fois, quoi. Il faut montrer aux salariés ce que ça leur apporte et ce n'est pas forcément évident. Alors, et puis dans les grosses entreprises, bon, c'est plus facile parce que peut-être les managers acceptent plus facilement aussi de libérer les salariés, ce qui n'est pas du tout évident pour les plus petites structures. Un parcours de remédiation ou un parcours qui va déboucher sur la certification Cléa, ça ne peut pas être une formation de quelques jours comme une formation métier. Donc, il faut que l'entreprise le vise vraiment comme un investissement qui va permettre aux salariés de progresser dans l'entreprise. Donc là, on a un gros travail de conviction à proposer. Merci beaucoup. Pas d'autres réactions dans le chat, Sandra. Du coup, on va laisser Malika continuer sur la présentation de l'étude.
en zoomant sur les QPV. Sur les QPV, oui. En fait, cette année, on vous l'a dit, hein, cette étude, elle avait été menée en 2022 et là, on a mis à jour et bon, on l'a enrichi avec d'autres indicateurs, mais on a également décidé de faire un zoom sur les QPV. Comme Virginie l'a dit hein, tout à l'heure, donc on sait qu'au niveau national, il y a 2,4 fois plus de risques d'être en forte difficulté avec les compétences de base pour les personnes qui résident en QPV. Donc, on a choisi des indicateurs sur les conditions de vie et d'emploi qui pourraient expliquer ou favoriser ces difficultés. Donc, en Normandie, pour rappel, hein, on a 60 quartiers prioritaires de la politique de la ville où vivent plus de 220 000 personnes. Je vais vous présenter les indicateurs et vous allez voir que c'est assez criant. Si on s'intéresse au taux de pauvreté, on voit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, en Normandie, il est de 13,7% et dans les QPV, il est de 46,4%, donc plus de 32 points. Sur le taux de chômage, au sens du recensement, hein, j'entends, il est de 12,5% en Normandie, de 32,9% dans les QPV. Donc là, on a également un taux de chômage qui est de 20 points supérieur au taux régional. Sur la part de logements suroccupés, on a un taux dans les QPV de 7%, soit un taux 3 fois plus élevé que celui de la Normandie, qui est de 2,2%. Si on s'intéresse maintenant aux personnes diplômées, aux non diplômées, là les chiffres aussi sont très révélateurs, puisque les parts de diplômés de niveau bac plus 2 ou plus est de 12,7% dans les QPV, alors qu'il est de 24,9% en Normandie, soit 2 fois plus. Hein. Et la part de non diplômés, là on voit bien que c'est beaucoup plus élevé dans les QPV, avec un taux de 44,4% de personnes non diplômées, contre 24,4% en Normandie. Autre indicateur intéressant, c'est le taux de scolarisation des 15-24 ans. Donc là, il est de 55,1%, donc moins élevé que le taux régional qui, lui, est de 63,4%, donc 8 points de plus. Et puis, la part des 16-25 ans non scolarisés ou sans emploi, elle est 2 fois plus élevée dans les QPV, avec 30,5% contre 16,3% en Normandie. Autre indicateur intéressant sur les conditions de vie, c'est la part de familles monoparentales. Donc, elle est de 17,9% en Normandie contre 37,5% dans les QPV, soit 20 points de plus. Et enfin, sur la typologie des emplois, donc sur la part d'emplois précaires, le taux est 2 fois plus élevé dans les QPV, avec un taux de 28,8% contre 14,5% au niveau régional. Et la part de temps partiel est également beaucoup plus élevée dans les QPV, puisqu'on a un taux de 26,1% dans les QPV contre 16,6% en Normandie, soit 10 points de plus pour les QPV. Vous avez également sur chaque vignette le chiffre entre parenthèses. Donc là, c'est le chiffre des QPV, mais au niveau national. Donc ça vous donne aussi des éléments de comparaison. Donc cette infographie, vous pouvez bien sûr la retrouver dans l'étude et l'utiliser aussi à votre guide si vous le souhaitez. Autre information que je voulais vous donner par rapport à l'étude, c'est que pour chaque rubrique, on a décidé de faire un zoom thématique. Donc, vous allez retrouver un zoom sur l'émission du CRIA, qui est du Carrefour F de Normandie. On a également mis les résultats de l'enquête Ma formation, mon projet, mon avis. C'est une enquête qui avait été réalisée par les missions locales de Normandie pour avoir la vision des jeunes sur l'offre de formation et comprendre également leurs motivations, leurs freins et leurs attentes. On a également le témoignage de Carole Duplessis-Rouzet, qui est enseignante en français et qui est auteure normande et qui est également cette année la marraine très engagée DGNI 2025 en Normandie. On a également mis en exergue une coopérative des solutions. Donc ça, c'est un dispositif de la NLCI. Et on a fait un petit focus sur la camping des papiers. Je dis bien la camping des papiers parce qu'en fait, les gens du voyage, la camping pour eux, c'est leur caravane, donc il n'y a pas d'erreur. Et donc là, c'est une solution de remédiation qui est proposée aux situations d'illettrisme, donc aux gens du voyage. Et enfin, on a également un zoom sur Ocapiat, mais bon, là, vous avez eu beaucoup plus d'informations avec la présentation de Myriam.
redonne la parole à Sandra. Merci Malika pour cette présentation. Je ne crois pas qu'il y ait eu de réaction par rapport aux chiffres sur les QPV. Hein. Je n'ai pas vu de réaction dans le chat. Non, il n'y en a pas. Voilà. Et écoutez, en tout cas, merci à tous les intervenants. Merci à Malika d'avoir présenté l'étude, à Myriam d'avoir apporté cet éclairage sur un OPCO et comment on peut le mobiliser par rapport aux salariés. À Virginie Allen de nous avoir présenté les chiffres nationaux. Merci à vous d'avoir été ici. On a cumulé un moment de 62 participants, hein. Enfin 70 connectés, ça veut dire même plus de participants, parce que derrière un écran, on le voit ici, on peut être plus nombreux. Donc, comme Aïcha l'a mis dans le chat, vous aurez, et puis Céline l'avait dit au début, vous aurez le diaporama qu'a utilisé du coup Malika, on vous sera communiqué, envoyé par mail, puis vous pourrez évidemment retrouver l'étude et la télécharger si vous l'avez déjà fait. Aïcha, tout du long du webinaire, vous a donné des liens dans le chat. Si vous ne les avez pas vus, on pourra aussi vous les remettre. Moi, je tiens à dire aussi que c'est important, on l'a vu à travers cette étude, comme on l'avait mis dans le titre de ce rendez-vous, l'illettrisme reste assez invisible, on le sait, par rapport aux personnes concernées, mais bien présent en Normandie. On l'a vu à travers tous les indicateurs qu'a pu présenter aussi Malika. Les risques d'illettrisme sont aussi forts. Donc, à continuer cette mobilisation en dehors de ce temps des JNAI, parce que là, on est encore dans le temps fort des JNAI, mais la mobilisation, elle doit avoir lieu tout au long de l'année sur cette problématique. Dans ce cadre-là, vous savez, on l'a dit en introduction, est en train d'être réfléchi au niveau régional, réfléchi et construit et écrit, pour aller même plus loin, une feuille de route à travers le CREFOP, une feuille de route régionale. Cette feuille de route, elle s'articule autour de 3 comités techniques. Je vais les citer, comme ça pour les personnes qui ne sont pas au courant, ça vous donnera aussi une idée des comités techniques qui existent, dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous contacter pour nous le dire. Donc, il y a un comité qui s'appelle, un premier comité sur les actifs et actives en emploi, qui concerne toute la partie, évidemment, comme son nom l'indique, toutes les personnes qui sont en emploi, qu'elles soient salariés ou même dans la fonction, dans les différentes fonctions publiques, évidemment. Actives et actifs en recherche d'emploi, pour tous ceux qui sont en situation de recherche d'emploi. Et on a un troisième comité technique un peu plus large qui s'appelle Prévenir et agir hors cadre professionnel, pour arriver à toucher aussi toutes les situations des personnes qui peuvent être concernées, qui ne relèveraient pas forcément directement des 2 premiers comités techniques que j'ai cités. Donc, pour ces comités techniques-là, ils sont ouverts. Si vous voulez y participer, voilà, je le redis, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous dire aussi qu'il y aura, suite à cette étude, dans quelques temps, on aura une petite animation qui sera faite à partir des chiffres clés de l'étude, que vous pourrez aussi consulter. Et vous le verrez dans l'étude, il y a une très belle aussi, je la cite, facilitation graphique qu'a fait notre collègue Nadine du Double, pour reprendre aussi ces éléments. Donc, vous pourrez la retrouver dans les sites quand vous la téléchargerez. Donc, moi, je vous remercie encore pour votre participation et n'hésitez pas à revenir vers nous sur cette thématique si vous avez des questions ou même si vous souhaitez vous impliquer. Merci à tous. Et si vous voulez la réutiliser, cette facilitation graphique, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous l'envoyer de manière isolée plutôt que de la récupérer sur l'étude. N'hésitez pas. Merci. Merci.